Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du portail de la prévention et des 15 associations qui le composent. Ce collectif a pour but d'aider les chefs d'entreprise qui sont soit en difficulté financière, soit en difficulté psychologique, ou les deux, pendant leur activité, mais aussi en phase de liquidation judiciaire. Alors la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est engagée dans ce dispositif à plusieurs titres. Donc début 2024, elle a signé une convention de partenariat avec le portail de la prévention des entreprises et elle a adhéré à l'association APESA, aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Alors pour parler de ce dispositif, Marjorie Bourse, conseillère en entreprise à la CCI Côte d'Azur. C'est ça. Et on aura donc Christelle Brosset, qui est entrepreneuse en rebond, qui est donc en cours et presque en fin d'accompagnement avec 60 000 rebonds. Ensuite, nous avons Laurent Tissinier, donc qui est vice-président du portail de la prévention des entreprises et aussi président d'Entraide. Bonjour. Yann Provost, donc coach référent à 60 000 rebonds et vice-président du portail de la prévention. Bonjour également. Et Ilham Nidam, donc qui est président par délégation de la PESA. Bonjour. On commence Par Laurent Tissinier, du coup. Donc Laurent, donc, quelques questions sur ce fameux portail de la prévention. Donc qu'est-ce que le portail de la prévention et pourquoi il a été créé? Alors, le portail de la prévention, déjà, je remplace Bruno Poursine, qui est le président du portail, qui n'a pas pu venir, donc c'est avec grand plaisir qu'on le représente. Donc, le portail de la prévention, c'est un outil, une association maintenant, qui réunit 15 associations du 06 essentiellement, qui font partie donc de ce collectif avec leurs adhérents bénévoles. C'est un portail et un outil qui permet aux chefs d'entreprise d'être orientés en fonction de ces problématiques vers la bonne association et d'avoir une prise en charge immédiate dans la journée pour une information qui le concerne face à ses difficultés, voire un accompagnement. Depuis quand il a été mis en place? Il a été mis en place le 21 mars 2023. C'est le lancement officiel avec les 15 associations, même si nous l'avions expérimenté quelques années plus tôt avec le CIP et GPA. Mais nous avons voulu faire de ce collectif un outil le plus complet possible en fonction de toutes les associations qui œuvraient sur le territoire pour n'oublier personne et qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette. Et donc, en 2023, combien d'entreprises ont été accompagnées par le portail? Alors, en 11 mois, puisque ça fait à peine 11 mois qu'il a été créé, 42 dirigeants ont été aidés, moyenne d'âge 45 ans, autant d'hommes que de femmes, et la moyenne est à peu près à 2 salariés par entreprise. Donc essentiellement des auto-entrepreneurs ou TPE, et le plus nombreux était de 25 salariés. Est-ce que tu ressens une augmentation du nombre d'entreprises sur ce début d'année? Oui, clairement, depuis décembre-janvier, nous sommes à peu près à 1 dirigeant par semaine qui contacte le portail. C'est plutôt des dirigeants qui ont besoin d'aide pour restructurer financièrement leur entreprise ou c'est des dirigeants qui ont besoin d'aide au niveau plus psychologique? 50% des problématiques sont d'ordre financier. Donc des problèmes personnels financièrement, de ne pas avoir un sou en poche, ça arrive. Des problèmes liés à l'entreprise avec des PGE, des problèmes d'URSSAF, donc financiers essentiellement. Ensuite, des baisses de morale, on peut dire pour 30% d'entre eux, découragement, poids des responsabilités et bien sûr le lot d'autres problèmes un peu plus psychologiques, un peu plus avec des idées quelquefois suicidaires, ça arrive. Des problèmes juridiques, commerciaux, de développement. Donc voilà, toutes les problématiques sont abordées par le portail. Peut-être tu peux nous décrire un petit peu le parcours du chef d'entreprise et à quel moment c'est mieux qu'ils viennent voir le portail. Oui, prenons l'exemple d'un dirigeant, d'une dirigeante qui le dimanche soir tourne en boucle, seul, même s'il est accompagné d'un conjoint, d'une conjointe, il est seul face à ses difficultés, il n'ose souvent pas en parler autour de lui, n'a peut-être pas d'expert comptable ou d'avocat,
parce qu'il ne peut plus les payer ou qu'il rencontre des difficultés. Et donc, ça crée une forme de blocage chez lui, une impasse. Et la possibilité qu'il a avec ce portail, c'est de rentrer directement sur le lien « Demander de l'aide ». Et en 1 minute, il répond à 7 questions, très simples, des questions qui ont été faites par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, donc on parle le même langage, et il coche finalement les cases qui le concernent. Difficultés personnelles, URSSAF, relationnelles avec ses salariés, avec un associé, développement juridique, commercial, et il rentre bien sûr ses coordonnées, nom, prénom, c'est bien sûr conforme au RGPD, et aussitôt, en cliquant sur « Envoyer » et qu'il reconnaît que ces informations seront diffusées aux associations du portail, il y a une fiche alerte qui est produite et qui est envoyée sur un mail dédié, prévention@préventionentreprise.com, et là, aussitôt, il y a une task force qui a été constituée, une cellule WhatsApp, on va dire SOS, d'une dizaine de membres qui représentent les 15 associations, et la fiche alerte est envoyée, et c'est le premier qui est disponible, qui la prend. Et souvent, à 10h30, on peut avoir 10h30 une fiche alerte qui est proposée sur le groupe WhatsApp. À 10h35, ou même quelquefois 30, il y en a un qui est dispo pour prendre la fiche et qui va contacter le dirigeant en fonction de la fiche alerte qu'il a remplie et qui va entamer un premier entretien de 30 minutes, juste pour mieux comprendre la problématique, reposer quelques questions, s'assurer de son niveau de morale. S'il bascule vers des idées suicidaires ou noires, là, il faut effectivement agir plus vite. Et en fonction de l'urgence, on l'oriente vers telle ou telle association, parmi les 15 donc associations, mais aussi les différents contacts que l'on a pu avoir avec l'URSSAF, la Banque de France, avec la CPAM ou la METRA, la médecine du travail, parce qu'il y a, et ça on ne le sait pas, enfin, moi je ne le savais pas il y a encore un mois, le dirigeant, la dirigeante a des aides sociales, des prestations sociales, des aides financières, quand il n'a plus 1 euro en poche pour lui, ses enfants, les cantines s'il le faut. Voilà, donc tout cela, c'est un dispositif où on peut dire qu'à ce jour, il n'y a plus aucun trou dans la raquette pour aider un dirigeant en difficulté. Donc, dans un premier temps, ils n'ont pas forcément besoin de fournir de pièces, de bilan. À ce stade, on veut fluidifier et simplifier le parcours de l'entrepreneur en difficulté, qui a plein de choses à penser, qui a peut-être des lettres recommandées de rappel d'URSSAF qu'il n'a pas ouvertes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un premier contact, bien sûr par le digital ou téléphonique, puisqu'il peut aussi, il y a une plateforme téléphonique qui est sur le site, qui renvoie sur notre partenaire, la METRA 06, qui a des assistantes sociales bénévoles qui décrochent et peuvent là aussi renseigner et aiguiller le dirigeant. Donc il n'y a pas de bilan, de documents à fournir à ce stade-là. C'est fonction de la problématique qu'il va nous donner. Et là, l'association, une de ces 15 associations, qui sera plus spécifique, lui demandera les pièces nécessaires. Ok. Et ces entretiens sont gratuits ? Donc oui, bien sûr, les 15 associations se sont inscrites dans une charte d'engagement, dans des statuts, où il est bien sûr mis en avant la gratuité de ces aides, de ces offres, et surtout la confidentialité. Tu as parlé plusieurs fois de bénévoles. Combien de bénévoles sont présents au sein du portail ? Alors les 15 associations, le réseau Initiative, où il y a beaucoup de bénévoles, l'Observatoire Amarok, avec Olivier Torres, qui est un observatoire très connu en France, qui a 1600 membres, donc avec les 1600 membres qu'ils sont, et nous, on fait à peu près 3200 bénévoles dans le 06, mais aussi du côté de Montpellier, puisque l'Observatoire Amarok est à Montpellier, mais couvre aussi la France avec une batterie de psychologues et de bénévoles. Justement, donc, tu as parlé de l'Observatoire Amarok. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que cet observatoire ? Oui, l'Observatoire Amarok, c'est ce professeur Olivier Torres, qui est un PMiste, il se définit comme ça, c'est-à-dire qu'il est défenseur des petites boîtes, parce qu'il a la conviction que ce sont les petites boîtes qui font vivre la France et qui contribuent largement au PIB national avec beaucoup de salariés, beaucoup de patrons. Et au début avec la cause agricole, mais de plus en plus vers des petits patrons.
qui ressentent cet isolement, cette solitude. Et c'est un observatoire qui nous est fortement utile pour la CCI, pour toutes les associations, parce qu'il produit des études qui, par exemple, ont démontré que 45% des décideurs se sentent isolés. Donc près d'un dirigeant sur deux se sent seul. 1 sur 5 est en état d'épuisement professionnel, limite burn-out, et il y en aurait 2 qui se suicident chaque jour en France. Alors, les agriculteurs peut-être en tête, et beaucoup d'entrepreneurs. Donc oui, c'est le seul observatoire en France qui se soit intéressé au moral des chefs d'entreprise. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Donc maintenant, on va passer au volet finance avec Marjorie Bourse de la CCI. Donc Marjorie, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de la CCI Nice Côte d'Azur? Donc, je suis conseiller en entreprise et plus particulièrement les entreprises en difficulté. Donc à la CCI, ça fait depuis 2011 qu'on a créé ce service d'accompagnement des entreprises en difficulté avec la création notamment du CIP, on va parler après. Donc c'est à peu près 250 entreprises par an qui sont accompagnées et réorientées par la CCI. Donc déjà un bon volume. Conséquent, oui. Et toi aussi, tu as constaté une augmentation de l'accompagnement des chefs d'entreprise? Tout à fait. Même constat que pour Laurent, sur décembre-janvier, on a eu quand même une grosse augmentation du nombre d'entreprises en difficulté. Et voilà, aussi psychologique. Donc c'est... Et la majorité du temps, c'est dû à quoi? C'est parce qu'il faut commencer à rembourser les PGE Alors, il y a eu beaucoup ça ces dernières années, effectivement. Donc on a quand même là des crises successives qui perturbent le dirigeant dans son quotidien, mais aussi psychologiquement, de ne pas savoir à quel moment ils vont enfin sortir de toutes ces crises. Le remboursement des PGE, avec toutes les augmentations qu'il y a eu, on a des dirigeants aujourd'hui qui sont essoufflés par ces crises. Et la majorité du temps, ces entreprises qui vous contactent, elles sont dans quelle situation? Est-ce qu'elles vous contactent trop tard? Alors, on a un peu de tout, mais effectivement, de plus en plus, par rapport à 2011, où on a créé le service, on a de plus en plus d'entreprises qui viennent nous voir en amont. Donc vraiment sur la phase prévention. Donc ça, c'est très bien, parce que là, on peut mettre des choses en place et des actions plus faciles, plus souples en place pour ces dirigeants. Là, sur janvier, on a quand même des chefs d'entreprise qui sont venus un peu trop tard. Et malheureusement, on est obligé de réorienter, on est obligé de réorienter sur un redressement judiciaire qui est, comme son nom l'indique là, pour redresser l'entreprise, mais qui est quand même un petit peu lourd à gérer et moins facile qu'une procédure plus souple comme la conciliation. Par contre, il faut bien venir en amont. Il faut venir, voilà. En fait, le fait de venir en amont permet de, entre guillemets, choisir les dispositifs qu'on va pouvoir mettre en place. Et en fonction de l'activité du dirigeant, c'est important de pouvoir faire ce choix-là. Et à partir de quel moment une entreprise est considérée comme étant en difficulté? Dès que le chef d'entreprise sent qu'il ne pourra pas faire face à ses charges courantes, donc, voilà, le mieux c'est qu'ils aient des outils, ne serait-ce qu'un plan de trésorerie pour pouvoir anticiper un petit peu ces difficultés-là. Bien souvent ils n'ont pas ce type de document, mais effectivement dès qu'ils voient qu'ils ont une échéance qui ne passe pas, ou que ça va être compliqué, une perte d'un gros client, enfin, voilà, ces petits signaux, il faut qu'ils nous contactent, CCI ou le portail La Prévention, pour qu'on puisse mettre en place rapidement des actions et qu'ils puissent passer ce cas compliqué. Parce que parfois, c'est pas grand-chose, c'est vraiment 3-4 mois qui peuvent être compliqués, mais s'ils ne sont pas accompagnés, malheureusement, ça va être plus difficile à passer. Alors le plan de trésorerie, on le rappelle, c'est pas très compliqué à mettre en place. Soit vous le faites en étant accompagné comme des structures comme la CCI, comme la Chambre de métier et de l'artisanat, ou bien tout simplement avec votre expert comptable. Vous pouvez très bien le contacter en lui disant « Écoutez, j'ai besoin d'un plan de trésorerie, entrée et sortie TTC, tous les mois pour faire justement le point sur votre comptabilité. » Et ça va vous permettre d'anticiper justement d'éventuels besoins. Une facture qui va arriver à payer dans 3 mois, vous êtes en manque de trésorerie, ça vous permet de contacter la banque peut-être 3 mois avant pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Tout à fait. Et de renégocier éventuellement un découvert bancaire ou pouvoir anticiper les choses. Alors, quels éléments, toi, tu demandes aux chefs d'entreprise pour analyser financièrement la situation de sa société? Dans un premier temps, c'est simplement de savoir où ils en sont pour voir s'il y a urgence ou pas sur la situation. Donc, effectivement, si
s'ils sont en retard de loyer, si les salaires ne sont pas payés ou ne seront pas payés le mois prochain. Là, on est dans l'urgence, donc je ne vais pas demander tout de suite les documents. Je vais demander des documents dans un second temps, où là, on va analyser le bilan et essayer d'aller un petit peu plus loin. On a un dispositif qui s'appelle Mon projet d'entreprise rebond, qui est cofinancé par la région. Donc on est dans la 3e année du dispositif, donc on a le recul en plus maintenant pour voir les bienfaits du dispositif. Donc en fait, il nous permet d'accompagner sur 1 an nos dirigeants et justement à partir de ces bilans, de pouvoir l'aider à mettre en place des outils de gestion, plan de trésorerie, seuil de rentabilité aussi. Parfois, ils ne connaissent pas leur seuil de rentabilité, donc c'est bien d'avoir ces informations-là, de pouvoir les accompagner sur tout ce qui est transition numérique aussi, qui est utile et nécessaire pour leur développement, pour récupérer du client, etc. Donc voilà, ce dispositif nous permet d'aller un petit peu plus loin que simplement traiter de l'urgence, mais de pouvoir les accompagner sur 1 an et de voir comment faire repartir l'entreprise et rebondir le dirigeant. Donc là, pour faire partie de ce dispositif, il faut qu'ils te contactent et ensuite c'est toi qui décides si ils peuvent éventuellement en bénéficier, suivant la situation. Suivant la situation, voilà, si on peut effectivement les faire bénéficier de ce dispositif-là qui est gratuit pour le chef d'entreprise, bien sûr. Alors tout à l'heure, tu évoquais le CIP. Oui. Alors, je suis en difficulté, je suis un chef d'entreprise, je viens de voir, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se déroule avec ce fameux CIP? Et qu'est-ce que ça veut dire CIP? Alors, c'est Centre d'information de la prévention des difficultés d'entreprise. Donc c'est une association qui est nationale, qu'on a déclinée au niveau du 06. Donc pareil, comme je disais tout à l'heure, en 2011, quand on a créé le service. En fait, cette association nous permet, quand les dirigeants viennent avec des difficultés qui sont peut-être très compliquées à gérer, de pouvoir avoir un avocat, un expert comptable et un ancien juge tribunal de commerce qui vont étudier la situation et pouvoir lui dire quelles sont les étapes à mettre en place pour passer le cap de la difficulté. Ça peut être une négociation avec la Banque de France pour renégocier justement les prêts garantis par l'État. Ça peut être de mettre en place une conciliation ou un redressement judiciaire. Mais en tout cas, avec ces 3 expertises, plus les chambres consulaires qui sont présents dans ces réunions, de pouvoir trouver la bonne solution et accompagner le dirigeant sur cette partie-là. On est vraiment sur l'aspect financier de l'entreprise. On vient de voir avec le CIP et Marjorie, avec l'accompagnement de la CCI Nice Côte d'Azur, le volet financier. Alors maintenant, on va aborder les aides psychologiques avec l'APESA et son président par délégation, Ilham Nidam. Bonjour, merci. Oui, alors le APESA, déjà peut-être rappeler un peu le cadre et la création d'APESA, puisque APESA est une entité nationale et qui après a été déclinée en différentes associations sur le territoire. C'est Marc Bignet qui en 2008, plus fort de la crise, est greffe au tribunal de commerce et commence à avoir un nombre important d'entreprises arrivées dans les tribunaux pour des défaillances, bien sûr, dues à la crise, et qui se rend compte aussi que derrière la défaillance, il y a aussi beaucoup de souffrances psychologiques. Et il va commencer à s'intéresser au sujet, et notamment il va aller à une conférence d'un psychologue clinicien qui est Jean-Luc Douillard, qui est spécialisé justement sur les suicides dans sa région, parce qu'ils sont en Charente-Maritime du côté de Saintes. Les deux vont commencer à discuter de cette problématique, ils vont s'intéresser réellement au sujet, et donc création et naissance d'APESA en 2013 au niveau APESA France, donc au niveau national, et après donc ils vont décliner en différentes associations sur le territoire. Et l'Observatoire à Maroc a également été Tout à fait. associé à APESA. Du coup, combien d'APESA en France? Alors aujourd'hui, il y a 65 associations APESA déployées sur le territoire, et grosso modo, il y en a 15 qui sont très actives, qui font la majorité des fiches alertes. On va en parler après coup. Combien de professionnels, donc ce qu'on appelle des sentinelles dans APESA, composent APESA 06 du coup, et combien de bénévoles, enfin combien de psychologues? Aujourd'hui, APESA, nous, notre job par rapport à APESA, c'est de former donc un maximum de sentinelles. On propose des formations sentinelles. Les sentinelles sont dans les différents services, que ce soit SAF, impôts, tout celui qui est amené à être en contact avec le chef d'entreprise. Un ancien chef d'entreprise ou un chef d'entreprise en activité peut faire partie du réseau?
Pourquoi pas s'il fait partie d'un réseau important, notamment Laurent, qui est chef d'entreprise lui-même, mais qui fait aujourd'hui partie d'un réseau important qui touche beaucoup de chefs d'entreprise, peut faire suivre la formation Sentinelle. Donc ça, nous, aujourd'hui, on vérifie le dossier, on reçoit les personnes qui veulent faire la formation, et pourquoi pas, effectivement, qu'un chef d'entreprise qui a accès à un gros réseau, par exemple, ça peut être un président de fédération, ça peut être, qui peut faire la formation Sentinelle. Et donc ces sentinelles, on va les former à détecter justement par des mots-clés, par des comportements, justement le chef d'entreprise qui peut être en souffrance psychologique. Aujourd'hui, ce dispositif, on a 166 sentinelles sur le département, c'est quand même assez important, hein, qui est vraiment dans tous les services, que ce soit URSSAF, impôts, chambre des métiers, des juges, des tribunaux de commerce. C'est très très vaste et très varié. Donc, c'est pour ça que le maillage nous permet effectivement d'être très fin et d'être au plus près des chefs d'entreprise sur le territoire. Et on a 25 psychologues, parce que c'est eux qui font le job derrière. Donc, le sentinelle détecte la faille chez l'entrepreneur, crée une fiche alerte. Cette fiche alerte va être descendue, donc on va contacter le chef d'entreprise, on va lui dire, a priori, on a senti effectivement qu'il y avait peut-être une difficulté, qu'il y avait peut-être besoin d'en discuter, etc. Et s'il est OK, il est redirigé vers un psychologue, et là on a 25 psychologues sur la région. Alors, Cannes, Nice, Grasse, Antibes, donc c'est aussi pareil, on a un maillage assez large sur le territoire. Dans les vallées aussi. Dans les vallées aussi, ouais. Donc aussi dans le moyen et au pays, il y a aussi de l'accompagnement. Et donc, après, le psy prend en charge le chef d'entreprise, et nous prenons, nous, en charge APESA 06, nous prenons, mais chez eux d'APESA aussi, on prend 5 séances en charge pour le psychologue, et des fois un petit peu plus, quand le psychologue nous arrive, parfois que le psychologue nous contacte et nous dise il y a besoin d'un peu plus d'accompagnement. On fait le lien effectivement avec ouais. le psychologue référent d'APESA France pour vérifier qu'il y a vraiment ce besoin-là. Et effectivement, 3 séances complémentaires peuvent être accordées aux dirigeants. On se retrouve malheureusement très souvent sur des personnes avec des idées très noires. Hein. Je tiens à le préciser, donc ça veut dire c'est vraiment là on est sur de l'idée suicidaire. Hein. C'est pas un sujet qui est très qui est un peu touchy, qui est difficile. Et nous, notre job, hein, finalement, on essaie de faire sortir un petit peu ce sujet du placard, parce que les gens ont un peu honte d'avouer que des fois, on peut arriver à avoir des idées et des pensées de cet ordre-là. Donc, c'est pour ça qu'on est impliqué à ce niveau-là. Justement, quels sont les signes qu'on doit voir chez un chef d'entreprise ? Les signes, ils sont déjà, il y a souvent un changement de comportement, un changement d'humeur. Hein. On le voit, nous, de manière régulière, quelqu'un qui est d'habitude très enjoué et qui arrive, qui fait un petit peu... Qui va être très négatif. Voilà, qui va être négatif, surtout le discours. Les mots sont importants. J'en ai marre, je suis fatigué. Je dors pas la nuit. Je dors pas la nuit. Ça va comme un lundi. Ça va comme un lundi. Ouais. Ça, c'est une expression, quoi. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est dans les mots. Dans les mots, il faut être très sensible aux mots. Parce qu'encore, le comportement, il y a des gens qui arrivent à faire un peu l'expression américaine happy face, c'est-à-dire ils arrivent toujours à avoir ce fameux sourire d'apparat, mais derrière, il y a une fragilité. Donc, souvent, les mots sont très révélateurs. Donc, il faut faire assez attention aux mots employés par les gens, bien écouter. Je sais que malheureusement, dans un monde qui a tendance à moins écouter, on a plus sujet au téléphone, etc. Des fois, il faut savoir baisser le téléphone, le poser et écouter un petit peu son interlocuteur. Et souvent, on arrive à déceler des petits mots, des petites phrases comme ça qui sont un petit peu sujettes à inquiétude. Et est-ce qu'il y en a beaucoup, justement, qui ne veulent pas être suivis ? Oui. Nous, quand on a la fiche alerte, de suite la cellule appelle pour proposer. Alors, ils ont les mots, ils ont la technicité pour ils ont les bons mots pour engager la personne à venir,
Je me Mais- permets juste, en fait, quand on fait la fiche alerte, on doit avoir l'accord du chef d'entreprise. Après, il se peut, voilà, quand ils font le premier entretien, ils ne souhaitent pas aller plus loin, ça c'est déjà arrivé. Mais ils ont fait déjà un premier entretien. L'entretien téléphonique, il est avec un psychologue déjà. Avant de voir les 5 séances, il y a déjà un premier entretien avec un psychologue. Mais effectivement, ça arrive que certains nous disent non. Moi, j'en ai certains qui m'ont dit non, mais qui sont revenus derrière. Donc, Alors- finalement, vous m'avez parlé de ça, je crois que j'en ai besoin. La force d'APESA, c'est vraiment d'avoir le professionnel à côté, directement. Donc c'est vraiment le professionnel, c'est le psychologue qui prend en charge de suite. C'est pas nous, chefs d'entreprise, comme sur Entraide, qui a un fonctionnement plutôt chef d'entreprise à chef d'entreprise, on se parle d'égal à égal, enfin, on connaît les problématiques des uns des autres. Là, on est vraiment dans le côté plutôt médical. On a eu un témoignage très fort d'un entrepreneur qui est venu nous voir, enfin, qui a été voir un jour après une réunion où il y avait des chefs d'entreprise. Il va voir le président de la chambre de commerce et il lui dit vous êtes le président de la CCI? Et il dit, oui, oui. Et il lui dit vous m'avez sauvé la vie. Le président était un peu interloqué. Et en fait, il a expliqué, puis après, donc, j'ai repris contact. C'est Marjorie notamment qui a suivi ce monsieur. Il a dit effectivement, j'ai eu contact avec APESA et j'ai été pris en charge donc, par le psychologue et j'étais vraiment, quand c'est arrivé, j'allais passer à l'acte. J'allais me suicider. Et le fait qu'on me contacte et que je rentre dans ce process, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Donc oui, ça sauve des vies, c'est assez touchant et c'est assez fort hein, quand on a eu le témoignage, ça prend hein, quand même. Hein, là on est sur de l'humain, on n'est plus sur du côté entrepreneurial avec de la technicité, de la compta, des chiffres, des PGE, ce genre de choses. Là on touche vraiment, voilà, hein, c'est le cœur, on ne peut pas laisser des gens comme ça. Là c'est la vie qui est... Sur le nombre de fiches alerte de 2023, les chiffres là sur les 86. on a 86 fiches, fiches en 2023. On a un décembre, janvier, février là qui est quand même assez important. Il faut savoir que depuis le début c'est quand même 260 fiches. Hein, oui, au niveau depuis la création de 2018 c'est quand même 260 fiches. Là effectivement l'année dernière ça a été intense. Cette année, on a un démarrage assez fort, hein, notamment dans des périodes, et Marjorie on a testé, notamment en décembre, généralement période Noël et jour de l'an, où généralement on n'a pas de contact. Là, cette année... 6 appels de chefs d'entreprise, en difficulté, pas forcément pour APESA, mais en tout cas en difficulté. Laurent, je crois que tu en as eu aussi entre Noël et jour de l'an. Donc ça montre aussi malgré une période qui soit normalement une forte activité, soit une période où ils sont en congé, là, il y a eu quand même des difficultés. Vous êtes tous les 4 chefs d'entreprise, du coup. Est-ce que vous pourriez justement nous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat, ce que c'est que le quotidien d'un chef d'entreprise? Concrètement, vous voulez lever le matin, vous pensez à quoi? Alors, qui commence? Qui commence? Allez, j'y vais. Mais je ne vais pas parler de moi exclusivement, mais de ce que vivent les dizaines et les centaines de dirigeants qu'on a pu accompagner. C'est que le chef d'entreprise, c'est un animal qui est mal compris. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre des risques, qui à un moment donné a une idée, qui va être moteur, va penser que tout tient grâce à lui, et il va faire seul beaucoup de choses. Et bien sûr, il embauche, etc. Mais à un moment donné, face aux difficultés, c'est un peu ce qu'on observe, en tout cas dans les dirigeants, face aux difficultés, il pense que là aussi, il doit tout gérer seul. Il y a un problème, une procédure, un départ, un licenciement, c'est lui qui prend tout de face. Et dans l'entreprise, mais aussi chez lui, c'est difficile de partager ça. Il a une forme d'incompréhension, même au niveau de ses proches, qui ne le comprennent pas, ou même de ses amis, qui pourraient être salariés, qui pourraient lui dire « Attends, tu es chef d'entreprise, tu as une belle maison, tu as une voiture, tu as une piscine », le mythe du chef d'entreprise. Et souvent, ça l'isole encore plus, c'est-à-dire qu'à lui, de se débrouiller à trouver toutes les solutions. Et cette étiquette qu'il a, qui lui colle à la peau,
fait qu'à un moment donné, il s'oublie. Et face à une multitude d'épreuves qui volent en escadrille, comme dirait un certain président, à un moment donné, il est un peu comme le boxeur dans les cordes, il s'en prend de tous les côtés. Manque de sommeil, problème avec ses salariés, problème avec un client, une procédure, des dettes. Et là, c'est les signaux qui se mettent de l'orange au rouge, et il ne sait plus par quel bout le prendre. D'où votre question, pourquoi ils ne viennent pas taper à la porte, ou pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas, c'est que, oui, il y a cette forme de honte, cette forme du qu'en dira-t-on, hein, de l'étiquette sociale. On est chef d'entreprise, donc on doit trouver des solutions, et finalement, eh bien, il se replie sur lui ou elle, et il en vient à avoir des idées noires, et ne pas savoir par quel bout prendre, un peu comme le petit lapin sur une voie départementale. Il y a une voiture qui arrive plein phare, et il est là, et il regarde les phares, et la voiture lui est arrivée dessus. Ouais, puis ce qui est compliqué, c'est qu'il y avait sa vie perso, sa vie pro, mais il est aussi responsable des salariés, socialement, des salariés qu'il emploie, donc ça doit être aussi compliqué à gérer. Et nous, notre message, et c'est le plus difficile finalement, c'est de faire comprendre aux dirigeants ou à la dirigeante que le petit lapin qu'il est là, face à la voiture qui lui arrive dessus, c'est qu'à un moment donné, il y a des associations, il y a plein d'acteurs qui vont l'écouter, qui ne vont pas le juger, qui vont comprendre ce qu'il vit, parce que nous aussi, on est confrontés à ça, et qu'on va peut-être lui dire, tu sais, si tu fais juste un petit pas de côté, la voiture, elle passe. Voilà, c'est ça. Le portail de la prévention, APESA, CIP, c'est ça. Pardon, non, juste pour compléter le propos de Laurent, effectivement, la littérature dédiée aux chefs d'entreprise le place en tant que héros depuis fort longtemps. Et dans la culture, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Et le héros, il ne subit pas d'échecs. Le héros, il ne rencontre pas de difficultés. Le héros, c'est un héros, il est magique, il a une cape et il s'en sort. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cet écho qu'on a tous incarné finalement, de se dire, mais je suis chef, ça y est, je suis chef d'entreprise, ça y est. Bon, maintenant, je vais tout réussir. Et la notion de difficulté, la notion d'échec, on ne l'appréhende pas, ou en tout cas, c'est la fin. Et en fait, il n'y a pas de fin, c'est juste une continuité. On parlera tout à l'heure de 60 000 rebonds, mais ça peut être un rebond, ça peut être de s'écarter d'un pas et d'aller demander de l'aide. Et le héros, il ne demande pas d'aide. On le voit dans nos séries, on le voit dans des grands films. Oui, ça c'est une grande force que de demander de l'aide, et d'aller chercher la ressource dont on ne dispose pas, parce qu'on n'a pas toutes les ressources, on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir diriger correctement. Parfois, il faut demander de l'aide et il ne faut pas hésiter. Ne pas rester seul. Ouais. Alors, juste pour préciser, quand on a créé nous le service en 2011, on avait en association que le CIP. Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ce collectif et toutes ces associations qui sont là pour accompagner les chefs d'entreprise. Donc vraiment, ne restez pas seul. Il y a tout ce qu'il faut pour vous accompagner, peu importe niveau de difficulté. Je reprends juste sur APESA. On a parfois aussi des chefs d'entreprise qui viennent nous voir dans APESA qui n'ont pas de difficultés financières, mais juste le fait d'être submergé par tout ce que demande l'entrepreneuriat fait qu'ils se retrouvent un peu sous l'eau et perdus et besoin d'être accompagnés. Donc, Vous, Christelle Brossé, vous l'avez ressenti, ça, justement, le fait d'être... Alors, on reparlera de vous, de votre parcours tout à l'heure avec l'association 60 000 rebonds, parce que vous avez bénéficié des services de cette association. Et vous, ça vous dit quelque chose, ça aussi ? Ah oui, oui. Et la journée, elle ne commence pas le matin, elle a déjà commencé la nuit. Souvent, ça ne s'arrête pas, en fait. Ouais. Donc, effectivement, tout ça, ça me parle énormément, parce que c'est effectivement toutes les difficultés qu'on rencontre et auxquelles on est confronté. Et quand moi, j'ai eu l'idée d'être entrepreneur, mais je n'en avais jamais rêvé. C'est simplement un besoin d'indépendance et peut-être de créer les choses à ma façon qui m'ont poussé à créer mon entreprise. Mais même si on suit un petit stage quand on crée une entreprise, on n'est jamais préparé à ça, mais vraiment jamais. Et c'est vrai que si on n'a pas les outils, si on n'est pas bien accompagné, bien entouré, moi personnellement, j'étais bien entourée, mais il y a un moment où on n'a pas envie non plus trop d'assommer notre entourage avec nos difficultés. Donc c'est vrai que c'est pas évident de tenir le coup, d'y trouver du plaisir aussi, parce que c'est quand même ça le plus important. Et y trouver du plaisir, pouvoir en vivre. Et effectivement, ce sont des difficultés qu'on ressent quelquefois comme insurmontables. Ok, on retracera votre parcours justement tout à l'heure et voir comment vous avez, parce que vous avez une belle histoire en plus, parce que vous êtes en plein rebond avec
un parcours très positif, donc un bel exemple à suivre. Et alors, dernière question, c'est quoi le premier réflexe du chef d'entreprise qui, quand il est dans une situation psychologique un peu compliquée? Jusqu'à présent, on va dire, quand il n'y avait pas de structure, effectivement, bah, c'était le côté repli, je me mets en boule, et puis bah, avec les dégâts que ça peut occasionner malheureusement, parce que, comme le disait Laurent, bah, le lapin, il se met en boule et puis la voiture passe. Donc ça fait des dégâts. Aujourd'hui, effectivement, il y a non seulement la totalité des associations qui sont présentes, donc la parole s'est libérée, s'est dégagée. Enfin, aujourd'hui, le discours change. Les entrepreneurs acceptent de dire « ouais, je me sens pas bien, je ne vais pas bien ». Donc on le voit hein, aujourd'hui, hein, même sur des gens qui étaient un peu à l'ancienne, on va dire, avec un âge un peu plus avancé, autant chez les jeunes générations, les nouveaux entrepreneurs n'ont pas de mal à parler de leurs sentiments au niveau de l'entreprise, à exposer finalement leurs sentiments. Les anciennes générations encore, mais même là, on commence à voir. Je vois, nous, l'affiche au niveau d'APESA, la moyenne, c'est 50 ans. Toi, tu disais 45 ans, nous, c'est 50 ans. Donc, on voit effectivement que, même là, il y a, voilà, la parole commence à se libérer. Il y a de plus en plus d'associations qui sont là pour aider. Les pouvoirs publics aussi. Ça, c'est important de le préciser, mais les pouvoirs publics font un gros travail aussi sur eux-mêmes, notamment l'URSSAF et les impôts, qui sont quand même des services à la base qui sont peu piquant pour les chefs d'entreprise, où dès qu'on entendait le mot URSSAF et impôts, on se disait problème. Non, aujourd'hui, ils ont créé des guichets qui reçoivent les chefs d'entreprise, qui cherchent des solutions. Ils ont créé énormément de bureaux d'aide, d'accompagnement aux chefs d'entreprise. Donc, je pense que c'est la société dans sa globalité qui prend conscience aujourd'hui de cette problématique. Le chef d'entreprise n'a pas à être un Superman, c'est un être humain, comme un autre, qui crée des choses, qui avance, qui va dans le bon sens, mais qui n'est pas un surhomme. Moi, à titre personnel, qui suis dans une activité familiale, donc qui récupère une affaire rail, hein, je n'ai pas à me plaindre. À un moment, effectivement, on peut se dire, finalement, à quoi je sers hein, c'est même pas... avoir des problèmes financiers ou avoir des problèmes de gestion, etc. C'est juste de dire, tiens, est-ce que finalement mon métier me correspond? Est-ce que j'ai pas envie d'ailleurs? On a tous des moments dans la vie où on se remet en question, où on se pose des questions, mais c'est de l'humain. Voilà, c'est ça. C'est pas spécialement du chef d'entreprise. Et je trouve que c'est important d'avoir des groupes, des associations de plus en plus nombreuses et différentes et variées qui puissent aider à clarifier tout ça dans les chefs d'entreprise. Et notamment, moi, le fait de voir aussi beaucoup de chefs d'entreprise parler de leurs problèmes, moi, ça me permet finalement, c'est par procuration. Souvent, je doute sur des sujets, et puis j'entends des chefs d'entreprise qui ont les mêmes doutes que moi, ça me fait du bien. Je me dis, tiens, je ne suis pas le seul, et ça me permet d'évacuer tout ça. Donc, ne pas hésiter. Voilà. Venez, on vous aiguillera, on vous aidera. Pas nécessairement APESA, c'est pas que du psychologique, ça peut être entraide, ça peut être... voilà, poussez la porte, venez, le portail de la prévention est fait pour ça d'ailleurs, hein. Allez sur le portail de la prévention, même si vous n'avez pas spécialement, sentez pas spécialement mal, hein, ça peut être juste un questionnement, allez sur le portail de la prévention, cliquez. Le questionnaire est rapide. Rapide, facile. On le C'est quoi, remplit 3 minutes maximum? Une minute, ça fait encore plus court. Ouais. Encore plus Donc, court. il faut pas hésiter. Voilà, ce qui est important, c'est surtout ne pas hésiter. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de stress. On a tous connu des moments dans nos vies où on s'est remis en question, on s'est dit tiens bof ce matin, j'y arrive pas. En ce moment, c'est pas... J'irai même plus loin, je crois qu'on est tous vulnérables. On l'a vu avec la crise du Covid. Donc le chef d'entreprise, la chef d'entreprise aussi, il peut être fragile. On est tous fragiles. Alors, on ne peut pas être faible, parce que si on est le maillon faible dans une entreprise, on n'a plus de vision, là, personne ne vous suivra, ni les salariés, ni les clients. Mais la fragilité, à un moment donné, on y est confronté. Tout le temps.
je dirais, la nuit, parce qu'on cogite, le jour, le midi, quand on se brosse les dents, voilà, on ne pense pas à être président, on pense à nos échéances, à nos salariés, au bien-être de nos salariés. Je dis ça parce qu'on a aidé dans la cellule de crise mise en place avec la Fédération du bâtiment. On a mis en place donc une cellule de crise avec la Banque de France, avec l'URSSAF, APESA, etc. Et il y avait un entrepreneur c'était le premier, il y a 2 semaines, entrepreneur du bâtiment, 10 salariés. Au 31 décembre 2023, il n'avait plus de chantier pour 2024. Et comme il voulait garder ses salariés, il leur a donné à tous une prime, avec 4 000 € en caisse. Donc il leur a donné à tous une prime, la prime Macron, très bien, ils étaient tous contents, il l'a réclamé, mais avec une trésorerie donc en berne, un PGE à rembourser de l'URSSAF, près de 250 000 € de dettes étalées, et il disait, mais j'ai toujours fait comme ça, parce que je gère avec le cœur, je gère mes salariés, c'est ma famille, et je veux qu'ils restent, parce que si je perds mon plombier, mon électricien, etc., qui vont à la concurrence, demain, si j'ai des chantiers qui arrivent, comment je fais? Alors, c'est vrai que la filière du bâtiment, de l'immobilier souffre aujourd'hui, mais on est confronté à ça. Si on veut garder nos talents, il faut les payer, et il faut les fidéliser. Mais quand il n'y a pas de business, le carnet de commandes est vide, comment fait-on? Et ce dirigeant, il n'a pas d'autre solution, c'était le tour de table, et il était acquis à cette cause, qui devait aller se mettre sous la protection du tribunal de commerce, pour éviter et couper l'hémorragie. Donc voilà un peu la vie du chef d'entreprise aujourd'hui, même si on est pétri de bonnes intentions avec nos clients, avec nos salariés, la réalité à un moment donné est là, et les dettes sont à rembourser, et il n'en dort plus, il a 2 enfants, une femme qui heureusement travaille à côté, mais lui, il ne se paye plus pour payer ses salariés. Et comme lui, il y en a plein. Voilà, ce que j'allais dire. On a énormément de chefs d'entreprise qui ne se payent plus. Ça, c'est compliqué. Voilà. Parce qu'on va arriver sur des situations personnelles difficiles. Donc, il y a effectivement des solutions. Tu as évoqué les possibilités avec la METRA d'avoir des soutiens, on va dire, pour les cantines, les financiers, voilà, des aides qui peuvent être mobilisées. Donc toujours pareil, ne restez pas seuls. Et voilà, faites le questionnaire, vous serez recontacté et il y a des solutions. Je voudrais rajouter un mot, c'est le mot qui est parfois galvaudé, c'est le mot bienveillance. En fait, l'ensemble du collectif, parce que je suis aussi vice-président du portail, l'ensemble du collectif accueille avec bienveillance. Donc n'ayez pas peur de venir et de vous confier. On vous accueille avec une réelle bienveillance. C'est vraiment la notion phare et essentielle qui nous porte, pour justement, de pair à pair, vous permettre de trouver l'orientation nécessaire, l'association idoine, qui va vous permettre à ce moment précis, l'association ou les associations, parce que c'est pas une parfois qui a la réponse, mais c'est peut-être 2 voire 3, et vous permettre de rebondir, de repartir et de relancer la machine et le super-héros. Et je vais plus loin, c'est que oui, il y a cette bienveillance, il y a cette écoute et ce non-jugement. Et quand vous concentrez dans les 30 minutes d'entretien téléphonique ces qualités, eh bien, ça arrive pour 20% d'entre eux, on raccroche et c'est fini. On n'entend plus parler d'eux, ils sont reboostés, ils ont été entendus, compris, pas jugés, ça suffit. Avec un questionnaire, bien sûr, qu'on a mis au point. Le but, c'est pas de lui apporter des solutions, hein, c'est de l'écouter. Parce qu'on est souvent la première ou la seule personne à qui il se confie. Et ça, c'est effectivement le job de cette cellule d'écoute SOS sur le portail. D'accord, merci en tout cas pour vos différents témoignages. On va passer à l'association 60 000 € bons et à une chef d'entreprise qui a bénéficié justement de cet accompagnement, Christelle Brosset. Donc là, pour rappel, on a vu les aides pour le volet financier, les aides au niveau psychologique avec l'APESA, et on les cite quand même parce que vous êtes le président, mais l'association Entraide aussi. Et là, maintenant, on va voir ce qui se passe après. Vous avez liquidé votre entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes seul, souvent il y a un peu tout qui va de pair, vous perdez l'entreprise, souvent personnellement c'est assez compliqué. Donc comment vous faites pour vous remonter? Donc là, il y a une des associations du portail qui peut vous aider, donc l'association 60 000 € bons. Et aujourd'hui, Yann Provost, donc qui est référent coach à l'antenne de Nice. Donc, bonjour Yann. Bonjour Xavier. Alors, qui a créé 60 000 € bons à la base et pour quelle raison?
Alors Philippe Rimbaud, qui a créé en 2012 cette association, parce que lui-même avait fait faillite. En fait, il avait fait faillite, alors en 2008, ça datait un peu, mais il s'est dit plus jamais ça. Il s'est posé des questions, il était sur Bordeaux, et il s'est dit ce serait pertinent de pouvoir trouver une réponse après une liquidation, pas simplement aller voir l'expert comptable, aller voir le tribunal et autres, non, trouver une réponse qui permette de rebondir, de m'en sortir, chose qu'il avait fait lui-même par ailleurs. Et il s'est questionné, bien en amont, bien en expérience vicariante, ce qu'il a vécu. Donc il sait ce qui s'est passé, et ici, mais j'ai besoin de quoi? Alors j'aborde un tout petit peu le sujet, et on le développera encore après, mais j'ai besoin d'être reconstruit personnellement. Vous aviez l'information de se dire il y a tout qui va être, ah oui, malheureusement, il y a souvent la problématique de l'entreprise, la problématique sociale, mais surtout personnelle, avec le divorce, le déménagement, les fameux 3D. Enfin, on est vraiment dans une sphère infernale. Et il s'est dit, oui, il faut que je me reconstruise personnellement, mais il faut aussi que je me reconstruise professionnellement. Et enfin, il faut qu'il y ait une dynamique de groupe qui me redonne ce boost, cette énergie, ce dont on parlait tout à l'heure. Et il a mis tout ça en place. Combien d'antennes en France Alors, en France, on a 61 antennes. On a sur l'ensemble du territoire, on a 10 associations territoriales et 61 antennes, dont sur la région sud, 10 antennes et une autre en création sur la Réunion pour 2024. Donc vous n'accompagnez que des entreprises que des entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise, oui, alors que ce soit des sociétés ou de l'auto-entreprise ou de l'entreprise individuelle. Oui, tout à fait. Voilà. Nous, on est le post-liquidation, on est là pour répondre avec toujours bienveillance, avec de l'écoute, essentiellement de l'écoute. Bon, en tant que coach, forcément, c'est mon métier, mais toute la team est là pour ça, en premier lieu, dont les permanents de l'antenne de Marseille. Le nom de 60 000 rebonds, je le rappelle pour l'historique, c'était à l'époque, en 2012, le nombre de sociétés qui liquidaient par an sur le territoire. Ça s'est infléchi et c'est reparti à la hausse. Et je crois qu'on n'est pas loin aujourd'hui au national, à nouveau, des 60 000 liquidations par an sur le territoire. Alors concrètement, et on le verra tout à l'heure par le biais de votre témoignage, comment vous aidez les entreprises? Alors simplement, tout d'abord, par de l'écoute. En fait, on va avoir un accueil permanent sur le giron de Marseille, donc pour l'ensemble du territoire sud. Et l'idée, c'est d'abord accueillir la personne, savoir si effectivement elle a besoin, parce que 60 000 rebonds, je l'ai expliqué en introduction, c'est un accompagnement sur la reconstruction personnelle, professionnelle et, j'allais dire, d'une manière dynamique collective. Mais faut-il savoir si le besoin est là? Parce qu'on n'est peut-être pas l'association idoine, donc c'est l'écouter, savoir si effectivement, aujourd'hui, nous sommes pertinents pour répondre à son besoin de rebond, mais également savoir s'il y a peut-être une autre association, parmi lesquelles, effectivement, comment 60 000 rebonds est en lien, à travers notamment le portail. Donc, la première, c'est l'écoute, le questionner, savoir si effectivement on est en mesure de l'accompagner. Et comment on l'accompagne? Eh bien, on va faire un comité d'engagement, c'est-à-dire c'est avec un binôme, un parrain. Donc, un parrain ou une marraine, c'est une personne qui est entrepreneur en activité et ou ancienne entrepreneur, donc qui est en mesure effectivement de pair à pair de comprendre la problématique et qui va être là lors du comité d'engagement, un coach qui là aussi est un coach professionnel certifié. Donc c'est pas une personne qui s'est été coach hier et puis qui vient au sein de l'association. Et enfin une permanente de l'antenne. Et on va engager ce comité pour identifier les besoins, mais aussi des moteurs. Parce que, je le rappelle, en fait, on n'a pas de baguette magique. Et je crois que c'est le fort de chaque association. Il faut que la personne soit aussi dans une démarche d'engagement. C'est une co-construction. Le rebond, et je donnerai les chiffres tout à l'heure par rapport aux résultats, mais le rebond, c'est une co-construction. C'est amener ensemble, un peu comme un Sherpa. Le Sherpa va emmener juste les sacs, mais si la personne n'est pas venue, elle n'atteindra pas le sommet. Et c'est un petit peu l'image, c'est d'accompagner ensemble le chemin et puis pouvoir le faire mieux ensemble que seul. Voilà un petit peu comment on accompagne. On accompagne sur un accompagnement personnel, c'est-à-dire que comme un coaching traditionnel, le coach va accompagner sur 7 séances. Et tout est gratuit, je le rappelle, comme les associations du portail, va accompagner dans un cadre protocolaire et un processus habituel de coaching sur la reconstruction perso en parallèle et ou en amont de l'accompagnement pro. Et en parallèle, donc, va venir un par un pour accompagner dans la durée jusqu'à 24 mois au rebond de la personne.
Vous accueillez combien de chefs d'entreprise qui ont liquidé sur les Alpes-Maritimes chaque année? Alors là, à date, sur 2022, on était à 12 entrepreneurs dans le 06. À date, là, on est à 23 entrepreneurs, dont 3 actuellement au comité d'engagement. Donc, on parlait de la hausse, on est dans une vraie hausse en termes de besoins. Et parmi eux, il y en a combien de pourcents qui repartent en tant que salariés, et combien de pourcents qui, comme Christelle, ont fait le choix de repartir sur une création d'entreprise? Eh bien, alors j'ai les chiffres, je vais les donner aussi à titre d'information. Au niveau du national, on a 67% de personnes qui retournent vers le salariat contre 60% ici. Voilà. Donc on a le pendant qui retourne en salariat sur bien justement la notion d'échec dont on parlait tout à l'heure, qui finalement est une étape dans la vie de l'entrepreneur, et puis il repart ensuite sur une nouvelle création. Alors justement, en termes d'action positive, on va voir maintenant le parcours de Christelle Brosset, notre super-héroïne du jour. Merci. Donc, merci aussi de vous être déplacée. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours? Vous aviez été salarié avant de créer Oui. ou pas? Ouais. J'ai été salariée pendant une quinzaine d'années, j'étais commerciale, donc Oui. une activité qui permet pas mal d'indépendance. Et j'ai eu envie un jour de passer à une activité qui me permette davantage d'explorer ma créativité. Oui. Et j'étais très intéressée par la décoration, donc j'ai fait une formation de quelques mois, de 5 mois, pour donc pouvoir créer, dans l'idée de faire de la décoration, pas forcément en tant que salarié. J'ai travaillé dans un magasin où je me suis beaucoup intéressée à la lumière, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de proposition sur le marché de services pour expliquer la lumière dans les intérieurs, donc faire du conseil en éclairage. Donc j'ai créé mon entreprise pour ça, et pour faire de la décoration aussi, mais ça me permettait d'aborder le marché aussi qui commençait déjà à être un peu saturé, avec une activité qui n'était pas proposée par ailleurs. Donc ça, c'était à Paris? Ça, c'était à Paris, c'était en 2007, donc j'ai créé mon entreprise en 2007. Oui. Et très vite, je me suis fait un réseau relationnel assez étoffé. J'ai pu faire de la décoration et j'ai été amenée à faire de l'architecture d'intérieur aussi, puisqu'il suffit d'être assuré, il ne faut pas forcément un diplôme. Donc ça m'a permis, là à nouveau, de développer l'activité, de faire grossir ma clientèle. J'avais une clientèle assez fidèle. J'ai réussi rapidement à trouver les bons entrepreneurs. Enfin, rapidement, c'est 5 ans. Hein, mais, donc, voilà, ça m'a encouragée. Et c'est vrai que c'était très enthousiasmant. Je m'épanouissais dans ce travail. En revanche, un métier créatif, c'est être entrepreneur et en plus être créatif, ça rajoute à la complexité, puisque la créativité, on peut trouver une idée en 3 minutes et puis des fois en 3 mois. Donc on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Donc c'est vrai que ça devient très vite envahissant. Et puis au début, ne connaissant pas... C'est-à-dire que vous avez mis de côté certaines choses comme la gestion de votre entreprise ou autre? Voilà. Alors au début, j'ai fait en plus ma comptabilité pendant 5 ou 6 ans. Oui. Je n'étais pas du tout comptable, mais bon, j'ai essayé de mettre les chiffres dans les bonnes cases. Je faisais mon site internet, voilà, et puis le métier d'architecte d'intérieur c'est très complet parce qu'il faut s'occuper de la psychologie du client, être sur les chantiers, les relations avec les entrepreneurs, trouver les matériaux, dessiner, présenter, il y a toujours il y a une activité comme tous les entrepreneurs, hein, mais c'est vrai que, en l'occurrence, je parle de ce que je connais, et c'est un métier qui est très très complet, et il n'y a jamais de fin. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, la charge mentale elle devient importante. Alors, j'ai développé mon chiffre d'affaires, donc pour essayer de m'en sortir, j'ai eu une apprentie, j'ai eu une employée, j'ai eu des stagiaires. Et à chaque fois, il y a la limite qu'on ne connaît pas, c'est jusqu'à quel point on peut investir et sortir de l'argent pour payer du personnel. Est-ce qu'on aura toujours des clients pour pouvoir payer ces charges-là? Et il y a des moments où forcément on n'a pas les capacités pour avoir assez de recul, pour se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et on n'a pas de repère pour se dire je vais en parler. Avant, il n'y avait pas de repère pour se dire je vais en parler et avoir les bons conseils. À l'époque, vous n'aviez pas d'expert comptable ou J'avais un expert. Alors, au bout de 5 ou 6 ans, j'ai pris un expert comptable. Oui. Mais bon, j'avais un rendez-vous par an, et est-ce que j'étais pas sensible au conseil, ou est-ce que voilà,
savais pas trop ce que je devais faire des conseils, ou est-ce que, bon, c'était pas non plus un cabinet qui était spécialisé dans les PME, ou en tout cas dans mon activité. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément écouté les alertes, ou on ne les a pas données, je ne sais pas dire. Mais Juste pour rebondir, hein, Oui. on a parlé tout à l'heure du plan de trésorerie qui est un des outils Exactement. nécessaires Ouais. à tout chef d'entreprise. C'est pas évident, je suis consciente hein, qu'il faut quand même le mettre à jour, il faut l'entretenir au moins une fois par mois. Mais effectivement, l'expert comptable peut vous préparer un document, mais après c'est aux dirigeants à le suivre et à le compléter. Et effectivement, il faut savoir prendre ce temps-là pour pouvoir compléter ce document et pouvoir s'en servir concrètement. Mais ça fait partie des outils qui permettent d'avoir des signaux d'alerte en fait. Un expert comptable, est-ce qu'il faut le solliciter tous les trimestres, tous les semestres, idéalement Tout dépend de tout dépend de l'activité. Si vous avez une activité qui génère beaucoup de chiffres, vous avez une structure qui commence à devenir, vous voyez qu'il y a une accélération de votre chiffre d'affaires, oui, il faut régulièrement faire appel à votre expert comptable et aller le voir et lui en parler. En gros, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la consommation d'une voiture. Quand vous mettez la consommation, quand vous roulez en ville et quand vous roulez sur autoroute, vous n'avez pas du tout la même consommation. Donc, en gros, vous avez une jauge, c'est dès que vous commencez à sentir une accélération, dès que vous commencez que votre marché se développe, vous avez de plus en plus de clients, etc. Ne vous laissez pas attraper par le travail, parce que souvent, c'est le problème des entrepreneurs. On se laisse happer par les clients, les problématiques du concret, etc. Et on a tendance à laisser de côté la gestion. Donc, non, dès qu'on sent qu'il y a une augmentation du chiffre, il y a une augmentation de l'activité, on appelle son expert comptable, on dit « je sens que ça bouge hein ». Donc on essaie de se mettre des points plus réguliers. Et charge à l'expert comptable qui sait gérer ce genre de choses de vous faire une proposition, de vous dire oui, on va se voir tous les trimestres, tous les mois ou tous les 6 mois. Je dois vous faire un pré-bilan, de vous faire un brouillon, ce qu'on appelle un brouillon en comptabilité. Donc c'est un travail d'équipe. En gros, vous lui lancez la balle et puis après c'est à lui de faire le job. Donc, il y a aussi l'évolution technologique qui permet d'avoir quelque chose de plus fin. Vous avez des outils de gestion aujourd'hui de comptabilité, même en application, qui sont vraiment formidables, et vous avez une capacité de pilotage au jour le jour, juste avec votre appli, et même avec des filtres qui peuvent vous dire attention, là, problématique, attention à vos charges, attention, paye ici, attention, paye ça. Donc, ne pas hésiter à s'appuyer sur tout ce qui existe, que ce soit de la technologie aujourd'hui, votre expert comptable, et effectivement, vous regardez un peu plus régulièrement du côté des chiffres. Et alors vous, Christelle, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on le voit monter en charge une salariée, stagiaire, apprentie, etc., qui se succèdent. Qu'est-ce qui a créé la bascule, en quelque sorte, dans votre activité? Il m'a pris l'idée de développer autre chose que En plus que mon cœur de métier, mais oui. 80 heures par Parce semaine. que voilà, et pour des raisons historiques, je m'intéresse beaucoup à la chambre à coucher, et je me suis rendu compte que dans l'habitat et dans les produits qui étaient proposés, les têtes de lit n'étaient pas étudiées, et on me faisait des demandes pour lesquelles je n'avais pas de réponse sur le marché. Donc j'ai créé au fur et à mesure, sur mesure, des têtes de lit connectées différentes de ce qui était proposé, innovantes, personnalisables, que j'ai vendues dans mes projets à chaque fois. Et puis j'ai donc investi pour essayer pour faire des prototypes, pour faire des modèles différents, pour faire des salons, pour essayer de me faire connaître. Et en fait, je prenais l'argent de l'architecture d'intérieur pour alimenter ce développement. C'était une seule structure alors. Voilà, à ce moment-là, c'est une seule structure. Donc j'ai essayé, mais alors avoir le recul de tous les 3 mois ou d'aller voir son expert comptable. Dans la théorie, c'est très bien, mais dans la pratique, moi, je n'y suis pas parvenue. Et j'ai souhaité créer une structure indépendante qui me protège davantage, parce que le problème j'étais en entreprise individuelle depuis 2007, et je n'avais aucune sécurité, et ça c'est un point très très important. La sécurité du chef d'entreprise, enfin surtout l'insécurité, parce que la sécurité, il n'y en a pas. Et j'ai créé, donc, ça a été officialisé une semaine avant le premier confinement. Donc j'ai créé une SASU
pour la création des têtes de lit, et dans laquelle je pensais ensuite reporter mon activité d'architecte d'intérieur pour me protéger davantage. Et en fait, avant cette création, j'étais déjà arrivée au bout de ce que je pouvais physiquement, moralement. Ma santé a commencé un peu à faiblir, j'étais au bord du burn-out. Et heureusement, je suis désolée pour tous ceux qui en ont pâti, mais le confinement m'a sauvé la vie. Parce que déjà, 10 jours, 15 jours avant le confinement, moi j'avais décidé un repli chez moi. J'avais un bureau à l'extérieur, j'avais tout ramené chez moi pour me dire il faut que je m'arrête, sinon ça va craquer. Et le confinement m'a permis de dire bon, mais tout s'arrête, et pas que moi, mais les autres aussi. Donc ça me permet de reprendre mon souffle. Ça m'a permis de réfléchir. Je suis originaire du Sud, donc je voulais revenir depuis longtemps. Je cherchais déjà une solution que je ne trouvais pas, parce qu'en tant que travailleur indépendant, partir dans une autre région et dans mon métier, il fallait que je retrouve et des entreprises et des clients pour pouvoir, parce que ma trésorerie n'était pas suffisante. Donc j'ai fait un PGE, voilà, et donc pendant le confinement, j'ai pu trouver un CDD dans le Sud qui m'a permis de faire la transition. Donc j'ai souhaité ne conserver que la SASU, et j'ai demandé à fermer l'entreprise individuelle, donc moi-même. Et la démarche que j'ai faite, j'ignorais, ou est-ce qu'on me l'a dit, je ne l'ai pas entendu, a provoqué la clôture de mon compte professionnel et personnel. Donc, je me suis retrouvée le 4 janvier 2022 sans argent, sans carte bleue, pas de moyens pour payer mon loyer. Voilà. Heureusement, j'étais salariée à ce moment-là, donc j'ai pu vite me retourner et avoir des ressources, mais ça a été un coup de massue, et vraiment on se retrouve à terre et c'est difficile. Et du coup, comment vous avez connu l'association 60 000 rebonds ? À la fin de la procédure de clôture de mon entreprise, qui entre parenthèses n'a pas été confortable puisque l'administrateur ne me donnait aucune information, donc ça psychologiquement ça n'aide pas. Et donc j'ai pu, donc au bout d'un an la clôture administrative a été faite. Et j'ai cherché, je me sentais démunie parce que mon entreprise était un peu à terre, parce que j'avais pas de clients dans la région. J'ai cherché, je sais pas pourquoi, je suis tombée enfin sur une communication de 60 000 rebonds. Et je les ai appelés, puis tout de suite on a enclenché sur un processus de suivi, d'accompagnement. Et ça a été vraiment la barre à laquelle j'ai pu m'accrocher. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Je suis accompagnée par un coach et par un parrain. Donc chacun a des particularités dans l'accompagnement. Et vraiment, ça, c'est la barre qui permet d'avancer. Alors, ce qui est génial, c'est que la priorité de l'association, c'est de nous aider à retrouver un travail. C'est de tout de suite se mettre au sec, de dire comment on peut faire pour avancer dans de bonnes conditions. Donc, c'est retrouver un emploi, c'est si on a besoin de conseils bancaires, y a tout le dispositif autour pour nous mettre en relation. Moi, j'ai eu besoin des conseils d'une avocate, donc j'ai eu au téléphone. Ça m'a permis de défricher le terrain sur plein de sujets dont j'avais besoin, des réponses dont j'avais besoin. Et voilà, donc ça fait 8 mois. Et donc toute l'année dernière, 2023, ils m'ont aidé à refaire mon CV, à mieux clarifier mes priorités. Donc toute l'année, j'ai cherché un emploi pour, à la fin de l'année, finalement abandonner cette idée, puisque entre-temps, donc, mon coach avait eu... Donc je lui ai présenté mon projet de tête de lit, donc, qui était mûr à 80-90%, et qui a eu les mots que personne n'avait jamais eu auparavant, en me disant « mais ça, c'est une entreprise qui peut réussir », donc qui a à la fois des critères innovants, c'était solide, ça avait déjà été éprouvé. Donc, il m'a encouragée à ne pas perdre de vue cette entreprise, tout en continuant à chercher du travail. Après, mon profil fait que je n'ai pas trouvé d'emploi salarié dans la région. Mais donc, en fin d'année, j'ai pu retrouver des clients en architecture d'intérieur. Donc, ça me permet, tout en continuant à faire mûrir ce projet de tête de lit, d'avoir du travail, d'avoir un revenu. Qu'est-ce qui compose le fameux comité mensuel ? Alors la réunion mensuelle, oui, effectivement, on a les coachs, les parrains, donc on est dans la notion de dynamique de groupe. C'est ce qui est énergisant et c'est ce qui permet aussi de trouver d'autres ressources. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, et mea culpa, c'est qu'on a un pool d'experts, en fait. Donc au-delà, effectivement, des bénévoles
orientés parrain, marraine et coaching, on a des experts dédiés sur des métiers. Ça peut être effectivement des conseils juridiques. On a notamment parmi les associations qui composent le portail de la prévention, la clinique juridique, qui nous aide sur les dossiers de cet ordre. Mais on a aussi des experts en marketing, des experts en développement commercial et autres, etc. Donc voilà, le comité, la réunion mensuelle chaque mois est autour de ce pool, j'allais dire, de professionnels, toujours bénévoles. Et on a eu l'occasion notamment de travailler ponctuellement quand une question se pose, notamment finalement est-ce que je vais vers le salariat et où je repars vers l'entrepreneuriat. Là, on fait une séance d'intelligence collective et la démarche est réellement là de poser une question et une seule. Et donc, Christelle l'a posée et les réponses sont arrivées en grand nombre pour lui permettre justement de clarifier en fait ce moment de doute. Alors, un doute sur un choix et un champ des possibles intéressant, mais se dire voilà, là, finalement, est-ce que je recrée? Et c'est ce qui s'est passé pour elle, et c'est là la magie opère. Je parlais de la complétude des différents modules, individuels d'abord, avec voilà, coach et parrain, et collectif, voilà, pour redonner le boost. Et vous n'avez pas eu peur de recréer une entreprise? Ben, en fait, elle existait déjà, elle dormait, donc c'est pas vraiment une démarche de recréer. Pour moi, c'est la continuité. Le problème, c'est que l'entrepreneur est souvent un peu obsédé par ses idées. Et pendant au moins 10 ans, je me suis dit, un jour, je vais poser ce projet, je vais le mettre dans un carton, et puis je vais plus y penser, parce que ça m'a empêché de dormir pendant tellement d'années. Mais finalement, je fais ça et ça lâche pas, donc, et puis je l'aime, ce projet. Donc j'ai envie d'aller au bout, et bizarrement, après cette réunion là, qui a eu lieu, à laquelle tout le monde m'a consacré 1h30 donc pour cogiter sur ce projet. Bizarrement, j'ai trouvé un projet d'architecture d'intérieur. Là, il se profile un joli showroom sur Nice qui va me permettre d'exposer mes créations. En fait, tout s'est clarifié. Donc, j'ai pas peur parce que je suis accompagnée. On n'a pas précisé d'ailleurs le nom de votre entreprise. Alors ça s'appelle Chambre en Scène. Chambre en Scène, ok. Vous avez un site internet où on peut vous retrouver? Oui, c'est chambreenScène.fr. Ok. Voilà, juste pour terminer, en fait, on a détricoté tout ce que j'avais fait toute seule, et mal, ou en tout cas avec mes moyens. Et là, avec le même fil, on retricote, mais pour faire un pull sans trou. Et quel conseil vous pourriez donner à n'importe quel chef d'entreprise d'ailleurs? Alors, celui qui veut créer déjà une entreprise, c'est de réfléchir à proposer quelque chose qui n'existe pas trop sur le marché. Ça permet d'arriver plus vite, de se développer plus rapidement. Le deuxième point, je dirais de ne jamais rompre l'équilibre professionnel, personnel. Ça, c'est très difficile et moi, je n'y arrive pas pour l'instant, mais en tout cas, je fais beaucoup d'efforts dans ce sens. Et puis, le troisième, c'est peut-être aussi se faire une charte personnelle, mais qui serait remise à un référent, à un mentor, et en disant, voilà, c'est là que je veux aller, à quelle distance je m'autorise à aller, quelle borne je m'autorise à dépasser, mais toujours, à un moment donné, de faire le point, de se dire, ah là, je suis allé trop loin, et là, je sais que si je continue, ça ne va pas aller. Donc c'est pouvoir, à chaque fois, être fidèle à sa propre charte, tout en ayant la possibilité forcément de la faire évoluer, mais de le faire en conscience, parce qu'il y a des moments où ça peut durer très très longtemps, on va trop loin et on ne s'en rend pas compte. Eh bien, merci. Laurent, oui, si vous me permettez, ça me fait réfléchir, Christelle, dans ce qu'elle dit, et son discours, son expérience, c'est que je pense que le chef d'entreprise, mais comme le chef de famille, il doit s'entourer de quelques personnes. Je pense qu'un chef de famille, il a forcément un dentiste, un pédiatre quand il y a les enfants, un psychologue pour se confier, donc un médecin de famille. Pour le chef d'entreprise, c'est la même chose. Effectivement, un expert comptable, on l'a dit, un avocat ou quelqu'un qui puisse l'aider sur l'aspect juridique, mais aussi des coachs qui peuvent le renseigner sur son développement personnel. Et tout cela, bien sûr, un portail de la prévention ou des associations auxquelles il peut se référer. Mais je pense que ça me fait penser quand on a
voilà, on est sur un vélo, on pédale, on a la tête dans le guidon, on pédale, on mouline. À un moment donné, on pose le pied par terre ou on met la béquille et on descend pour se reposer. Je crois que la béquille, c'est finalement un peu le coach, le parrain, le référent, le tuteur, peu importe, mais un second ou une seconde qui puisse prendre le relais, ou en tout cas à qui on puisse se confier quand on arrive à la croisée des chemins, que ce soit pour réfléchir à un projet. Et l'avantage, c'est qu'il y en a plein. C'est qu'on peut ouvrir, bien sûr, l'annuaire, s'il y en a encore, mais en tout cas sur Internet. Mais dans les associations, il y a plein, et Yann en fait partie, de consultants, de coachs, de personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement. Il ne faut pas voir dans coach, c'est vrai le mot coach est un petit peu galvaudé parfois, on entend des gens qui se sont reconvertis en coach de vie ou autre chose. Bon, moi j'ai rien contre, mais il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui sont empathiques et qui, à un moment donné, vont juste apporter un regard différent sur celui qu'on a, de son entreprise ou de soi. C'est ça. Ou un groupe. Alors nous, on a la chance, je fais un peu de publicité pour Entraide, mais on a un café le premier lundi de chaque mois pour éviter justement de dire ça va comme un lundi. On se retrouve entre chefs d'entreprise et on fait des mini-séances où on se challenge sur une problématique qu'on peut rencontrer ou un projet. Et là, on a 3-4 personnes, un peu comme les comités de rebond, 3-4 personnes qui vont écouter, qui vont poser des questions et qui vont peut-être donner une recommandation. Et là, c'est pas bizarre, c'est que juste on est éclairé par d'autres personnes sur une voie à prendre. On la prend ou pas, mais ce sont des perspectives qui s'ouvrent. Voilà, donc ne pas rester seul, ça c'est vraiment ce qui ressort de ça, quoi. Et on se sent seul parfois. Et surtout pouvoir parler à des gens qui ont les mêmes problématiques que nous, et c'est ça la force de 60 000 rebonds aussi, c'est que la plupart des personnes qui sont là sont déjà passées par les phases que nous on rencontre. Donc moi je me souviens de la première réunion où on m'a dit des mots qui ont percuté tout de suite en me disant bah oui, lui il est passé par le même chemin que moi. Voilà, c'est vraiment une force et ça donne confiance. Au-delà de cet élément, juste je rajoute par rapport à 60 000 rebonds, c'est vrai qu'on a les experts qui accompagnent, on a donc le coach, le parrain, la marraine, mais on a également des ateliers thématiques. Je pense notamment à la caution personnelle, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu, parce que je pense que ce qui est important, c'est aussi de se sourcer en termes de connaissances, d'appréhension des situations qu'on vit. Et la caution personnelle, malheureusement, dans ces endroits et ces situations particulières, elle peut être souvent actionnée, et de savoir si on a des solutions et quelles sont-elles. Voilà, donc on a des différents ateliers avec des experts à nouveau dédiés sur les sujets qui permettent aussi de renseigner et d'être, j'allais dire, plus au fait de nos possibilités par rapport à notre situation. Et moi, là-dessus, moi j'ai une conviction et un rêve, ce serait qu'on fasse de la culture d'entreprise dès le plus jeune âge. Parce que c'est quelque chose qui manque malheureusement. Effectivement, quand je vois les stages de 4e, qui sont censés être des stages en entreprise, où malheureusement, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à avoir de stage, et même quand ils y sont, on leur demande de servir des cafés et de faire de la photocopieuse, et ça leur a rien apporté. Moi, je rêverais que cette semaine de stage de 4e, plutôt que ce soit les enfants peinent à trouver un stage dans des entreprises, que ce soit plutôt les entrepreneurs qui aillent à l'école, et qui fassent de la formation sur qu'est-ce qu'entrepreneur, comment on crée une société, c'est quoi un compte courant, c'est quoi un expert comptable, c'est quoi un avocat fiscaliste, c'est quoi... que nous, professionnels, on puisse aller dans les écoles et apporter de l'information sur qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que l'entrepreneuriat et comment on y accède. Le problème, c'est qu'effectivement, comme vous disiez, souvent, on veut se lancer, on n'a pas des fois les moyens d'aller payer un conseil, d'aller payer un expert, un avocat ou un expert comptable pour une création de justement une structure de société, parce que des fois démarrer directement en SASU et pas en EI, ça change beaucoup les choses. Des fois, ne serait-ce que sur une création, comment créer son entreprise, quel type de formation d'entreprise on doit avoir, ça, je trouve que ce serait très intéressant qu'on puisse aller dès le plus jeune âge, dès la 4e, la 3e ou même après au lycée, aller former, nous, chefs d'entreprise, les jeunes, à leur dire attention, voilà, comment on crée, comment on fait, qui doit être les interlocuteurs, ce qui existe aussi, parce que en faisant ce type de prévention, je pense qu'on amènera les jeunes de demain à être de bons entrepreneurs et à faire moins d'erreurs que nous on a pu faire à notre époque.
Et puis en plus, on a la chance d'être en France, donc on a énormément d'aide au niveau des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, hein, que ce soit la CCI, chambre de métier, outils de gestion, on citait tout à l'heure les initiatives, le réseau initiative par exemple, mais voilà, il faut en profiter, c'est souvent des accompagnements qui sont gratuits, qui sont pris en charge, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la chaîne YouTube d'initiative, vous pouvez retrouver pas mal de ces éléments, notamment toutes les étapes de la création d'entreprise, avec à chaque fois tous les partenaires qui peuvent vous accompagner. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup à tous pour vos différents témoignages. Merci. Oui. Non, mais juste un petit rappel, on a tous des associations qui peuvent être, qui reçoivent des dons, et dont les dons peuvent être défiscalisés. Donc, si vous souhaitez soutenir une des associations, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez devenir bénévole ou sentinelle, à contacter ces différentes structures. Donc, tous les renseignements concernant le portail de la prévention et les associations qui composent ce portail, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo, qui est juste en dessous de la vidéo qui sera entièrement chapitrée, donc vous ne serez pas obligé de la regarder en intégralité. Merci à notre super-héroïne d'être là. Bonne continuation, en tout cas. On le rappelle, donc votre site internet pour la structure, c'est chambreenseine.fr. chambreenseine.fr. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, il est 11h30, il est bientôt temps de passer à table. Bon appétit à tous et à bientôt. Merci. Merci.